On est maintenant rendu à la partie où on complète les notes de cours. Donc, ça va être le cas pour chacune des leçons. Pour chacune des leçons qu'on va faire en ligne, vous avez des vidéos à regarder qui détaillent la matière, évidemment, mais vous devez aussi compléter vos notes de cours dans votre cahier jaune. Il y a deux possibilités. Si vous préférez travailler avec le document Word, donc vous avez dans Google Classroom un document Word, exactement celui que vous voyez ici, où les notes de cours sont complétées. La partie qui est écrite en rouge, c'est ce que vous devez noter dans votre cahier jaune pour avoir des notes de cours complètes. Donc, encore une fois, vous pouvez suivre avec moi sur l'écran pour compléter vos notes de cours dans votre cahier, ou si vous préférez, vous pouvez aller directement au document Word qui contient exactement la même chose. L'avantage de suivre avec moi, c'est que je vais vous donner quelques petites indications ou un survol de la matière, ce que vous n'aurez pas nécessairement avec le document Word. Mais si vous préférez travailler avec le document Word, c'est vraiment à votre goût. Donc, on y va pour ceux qui me suivent. Donc, texture du sol, c'était la leçon 2. La définition, donc, c'est la proportion de sable, de limon et d'argile dans le sol. Donc, on avait dit que la texture du sol, c'était la proportion de sable, de limon et d'argile et qu'on mettait pour le moment de côté l'humus. On va parler de l'humus plus tard. Donc, on veut savoir si on a un sol à prédominance sableuse, intermédiaire ou argileuse principalement. Donc, pour la définition de la texture, c'est la proportion de sable, de limon et d'argile dans le sol. 2.2. Classe de sol. On divise les sols en 13 classes. On avait vu ça selon leur texture, avec le fameux triangle des textures. Et chaque classe de sol a ses caractéristiques, c'est-à-dire rétention en eau, drainage, aération, etc. Il est intéressant de connaître la classe du sol sur lequel on travaille afin de savoir ce que l'on doit améliorer. Donc, afin de savoir ce que l'on doit améliorer, parce qu'on disait, dans le fond, on évalue le sol pour savoir quel correctif on doit faire pour qu'il soit meilleur, pour qu'il soit plus confortable pour les plantes. Donc, il est intéressant de connaître la classe de sol sur laquelle on travaille afin de savoir ce que l'on doit améliorer. Et finalement, les 13 classes de sol sont réparties dans 4 grandes catégories ou dans 4 grands groupes. Les sols sableux, les sols limoneux, les sols argileux et les sols intermédiaires ou équilibrés. Je vous rappelle, les sols intermédiaires, c'est une bonne proportion, c'est un mélange équilibré de sable, de limon et d'argile, et ça donne un sol qui a des qualités ou des caractéristiques assez équilibrées. Ensuite, on avait vu les caractéristiques des différents types de sols. On avait parlé premièrement des sols sableux, donc qu'on appelle aussi des sols légers. Je ne l'ai pas mentionné dans les vidéos précédentes, mais des sols sableux, il y en a beaucoup au Québec, entre autres en Estrie, dans les Laurentides et aussi sur la Côte-Nord. Donc, les qualités pour commencer des sols sableux, premièrement, un drainage fort. Donc, qualité pour les sols sableux. Drainage fort, aération forte, facile à travailler, et réchauffement rapide au printemps. Les défauts, rétention en eau faible, rétention en éléments nutritifs faibles, généralement pauvre en éléments nutritifs et tendance à être acide. Et si vous voulez mettre un petit peu d'accent dans vos notes, là, vous pourriez mettre une flèche, une étoile ou souligner une deuxième fois la rétention en eau faible. C'est le grand défaut des sols sableux. C'est le premier défaut auquel on devrait s'attaquer quand on veut améliorer un sol de cette catégorie-là. Ensuite, on a parlé des sols limoneux. On a dit que c'était rare au Québec, sinon inexistant, et ils ont des caractéristiques semblables aux sols argileux. Les sols intermédiaires, je viens de le dire, contiennent une bonne proportion de sable, de limon et d'argile, ont souvent des caractéristiques équilibrées, et ce qu'on doit rajouter dans les notes, c'est des bons sols de départ. Donc, ça va mieux partir avec un sol intermédiaire que de partir avec un sol qui est trop sableux ou trop argileux, par exemple. Donc, bon sol de départ pour les sols intermédiaires. C'est des sols qui ont déjà des bonnes caractéristiques avant même qu'on commence à les améliorer. Et finalement, les sols argileux, qu'on appelle aussi des sols lourds, qu'on voit sur les basses terres du Saint-Laurent, donc sur les bords du fleuve, aux abords de certains cours d'eau, hein, où il y a des ruisseaux, des rivières, on a souvent des dépôts d'argile. Et je ne l'ai pas mentionné, mais les sols argileux sont aussi très présents sur l'île de Montréal et l'île de Laval. Donc, on a beaucoup de sols argileux si on travaille dans la région de Montréal ou de Laval, par exemple. Alors, les qualités du sol argileux, rétention en eau forte, rétention en éléments nutritifs forte, généralement riche en éléments nutritifs. On a dit que c'était des sols qui étaient fertiles.
Maintenant, pour les défauts, on va souligner ou mettre en évidence n'importe lequel des deux premiers. Drainage faible et aération faible sont les deux grands défauts du sol argileux. C'est les deux premières choses qu'on devrait améliorer quand on travaille sur ces sols-là. Donc, drainage faible, aération faible. Difficile à travailler. Réchauffement lent, c'est un sol frais, donc ça prend du temps à réchauffer, il y a beaucoup d'eau dans le sol argileux. Ça a tendance à être alcalin et c'est sensible à la compaction, surtout quand c'est humide. J'ai oublié de le mentionner dans une vidéo précédente et je vais le faire dans celle-là. Pourquoi les sols argileux se réchauffent lentement alors que les sols sableux se réchauffent rapidement? C'est tout simplement parce que les sols sableux sont pleins d'air et l'air, ça se réchauffe vite. Alors que les sols argileux sont pleins d'eau et réchauffer de l'eau, c'est long. Si vous faites des pâtes de temps en temps, quand vous faites une grosse quantité puis vous mettez beaucoup d'eau dans le chaudron, c'est long avant que l'eau aboue. Donc, de l'eau, ça prend beaucoup de temps à réchauffer. C'est pour ça que les sols argileux prennent plus de temps à se réchauffer au printemps, parce que l'eau, ça réchauffe plus lentement que l'air et les sols argileux sont pleins d'eau. Dernier point, texture et fertilité. Ce qu'on dit dans ce point-là, les sols sableux sont généralement moins riches en éléments nutritifs que les sols intermédiaires et argileux. Il y en a été question dans les vidéos précédentes. Même si on les fertilisait plus pour compenser leur pauvreté en minéraux, les sols sableux ne retiennent pas très bien les éléments nutritifs. Comment ça fonctionne? On l'avait déjà dit aussi. Premièrement, les éléments nutritifs portent des charges électriques positives et négatives. Donc, j'avais donné l'exemple d'un arrosoir dans lequel on met du 20-20-20. Donc, il y a des éléments positifs et négatifs qui vont flotter en solution. Donc, les éléments nutritifs portent des charges électriques positives et négatives. Les particules de sol portent des charges négatives à leur surface. Les particules de sol portent des charges négatives à leur surface. Et les charges négatives du sol peuvent retenir les éléments nutritifs positifs. Les charges négatives du sol peuvent retenir les éléments nutritifs positifs. Pourquoi les sols sableux retiennent peu les éléments nutritifs? Évidemment, parce qu'ils ont peu de charges négatives. Donc, parce qu'ils ont peu de charges négatives. On dit plus loin, à quantité égale, l'argile contient plus de charges négatives que le sable. Les sols argileux retiennent donc mieux les éléments nutritifs que les sols sableux. Et l'humus contient aussi beaucoup de charges négatives. Comment se comportent les éléments nutritifs? Ça aussi, ça a déjà été vu. Les éléments positifs, ils ont deux possibilités. Ils sont en solution, donc ils se baignent dans la solution, ou encore ils sont retenus, collés sur les charges négatives du sol. Ils sont retenus par le sol. Les éléments négatifs, eux aussi, ils peuvent baigner et flotter en solution. Malheureusement, ils ne peuvent pas être retenus. Donc, s'il pleut très fort, ils risquent d'être lessivés. Ça, c'est pour les éléments nutritifs positifs et négatifs. Évaluation de la rétention en éléments nutritifs. On avait dit que si on voulait savoir de façon précise si notre sol retenait bien les éléments nutritifs, on peut en envoyer un échantillon au laboratoire, demander de vérifier la CEC. Et si on a une lecture au laboratoire de CEC de 25 ou plus, ça veut dire que le sol retient bien les éléments nutritifs. Plus le sol contient d'argile et de matière organique, mieux il retient les éléments nutritifs. Et on avait dit qu'en bout de ligne, si on connaît la rétention en eau d'un sol, on connaît sa rétention en éléments nutritifs, ça va de pair. Un sol qui retient peu l'eau retient peu les éléments nutritifs. Un sol qui retient très bien l'eau retient très bien les éléments nutritifs. Donc, rétention en eau égale rétention en éléments nutritifs. Comment améliorer la rétention en éléments nutritifs d'un sol? Si on trouve que notre sol ne retient pas assez les éléments nutritifs, la même chose que pour améliorer la rétention en eau, on pourrait mettre de l'argile ou de l'humus. Et si on vérifie les différents matériaux qui ont combien de charges négatives, le sable a une CEC de 10. On disait tantôt que ça prend 25 pour que le sol retienne bien. Donc, le sable a seulement 10. L'argile a 50, donc retient 5 fois plus. Et l'humus a une CEC de 200. Donc, l'humus, c'est le meilleur matériau pour retenir les éléments nutritifs du sol. Évidemment, l'humus, c'est bourré de charges négatives. Conclusion, la présence d'argile et d'humus dans le sol vont améliorer celui-ci de plusieurs façons. Ça, vous pouvez rajouter ça, vous ne l'avez pas dans vos notes, donc si vous voulez le rajouter. Donc, conclusion, la présence d'argile et d'humus dans le sol vont améliorer celui-ci de plusieurs façons. Meilleure rétention en eau, meilleure rétention des éléments nutritifs, richesse du sol en éléments nutritifs, etc. Donc ça, je ne l'ai pas mis en rouge, là, mais on pourrait, j'aurais dû le mettre en rouge à la limite,
Donc, c'est à compléter dans vos notes. Je répète, la présence d'argile et d'humus dans le sol va améliorer celui-ci de plusieurs façons. Ça va mieux retenir l'eau, donc meilleure rétention en eau, meilleure rétention des éléments nutritifs et richesse du sol en éléments nutritifs. Évidemment, ils vont apporter des minéraux supplémentaires. Donc ça, c'est les principaux impacts d'ajouter de l'argile ou de l'humus dans un sol. Alors, ça complète vos notes de cours de la leçon 2.